Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Un regard nouveau sur la société. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mai 2020 et toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir. Il est midi, nous sommes en direct via les différentes plateformes de streaming que vous connaissez déjà, YouTube, Facebook, Periscope et Twitch. Vous le savez, votre émission Un regard nouveau sur la société aborde des thèmes d'actualité qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société, de mieux nous organiser au quotidien, de mieux percevoir, de mieux comprendre l'univers et bien plus loin. Donc effectivement, un thème d'actualité puisque nous parlons aujourd'hui de l'altruisme. On ne peut pas parler d'altruisme sans revenir rapidement sur le concept de l'individualisme qui est, selon moi, le fondement sur lequel la société capitaliste actuelle est fondée. Et oui, cet édifice économique mondial est basé sur l'individualisme des populations. Et ce caractère individualisme a souvent été vu comme même la force de ce système économique. Or, il semble, notamment avec des événements comme des catastrophes naturelles ou des crises telles que nous les avons actuellement, révèlent les limites de ce caractère individualiste qui pourrait même faire s'effondrer la pyramide sociétale. Donc, on comprend pourquoi, au fur et à mesure, dans les discours médiatiques, les discours politiques, sociologiques, philosophiques et autres, on entend de plus en plus un appel vers une transition vers une société dite altruiste. Or, depuis déjà quelques années, il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. Donc, on essaiera aujourd'hui de se demander comment pense-t-il allier capital, profit et altruisme et donc essayer de mieux comprendre lorsqu'ils utilisent le terme altruisme dans les discours, de quoi parle-t-il réellement. Aussi, nous allons essayer de comprendre donc comment associer donc nouvel ordre mondial et altruisme et essayer de voir si on n'est pas tout droit en train d'aller vers une redéfinition de l'humanité. Donc voilà, donc les quelques éléments de réflexion que nous allons aborder aujourd'hui autour du plateau Skype. Nous avons déjà 3 intervenants principaux auxquels nous allons poser 3 questions fondamentales. Qu'est-ce que l'altruisme? En quoi le nouvel ordre mondial serait-il altruiste? Et est-ce que l'altruisme est réellement une alternative à l'individualisme? Donc, nous saluons déjà ceux qui nous font des salutations sur le chat YouTube. Olivier Carola, Maryse, Omic Michel, Glélé Francis, Qualité Fafa. Et nous saluerons ceux qui nous rejoindront en cours d'émission. Le temps de laisser la parole à Franck Carlemanson du côté de Yaoundé au Cameroun pour introduire le développement. Qu'est-ce que l'altruisme, Franck? Bonjour. Bonjour Angéline. Bonjour également à toute l'équipe qui est autour de toi. Nous disons également un grand bonjour à tous les auditeurs qui écoutent ou alors qui écouteront cet enseignement. Donc, comme tu l'as si bien annoncé, le thème que nous abordons aujourd'hui porte sur l'altruisme. Qu'est-ce que l'altruisme? Et déjà, avant peut-être de le définir, parce qu'il est clair que chacun peut avoir une définition de l'altruisme. Tout le monde peut définir ce que c'est que l'altruisme, mais il est important que nous nous posions parfois la question à savoir la définition que chacun de nous peut avoir de l'altruisme vient d'où? Est-ce que c'est une définition programmatique ou alors l'appréhension que nous avons du concept relève vraiment d'une intuition personnelle ou bien développée? Ça, ce sont des éléments, des questions que nous pouvons nous poser. Donc, je vais juste toucher 4 éléments pour introduire le sujet. Déjà, j'aimerais bien revenir sur ce que c'est que les mots, la vocation des mots. La vocation des mots. Et en fait, quand on y médite attentivement, personnellement, je pense les mots comme
faisant partie des outils technologiques. Les mots comme faisant partie des outils technologiques. Tout simplement parce que chaque outil technologique a forcément un ingénieur. Tous les outils technologiques. Et très souvent, l'ingénieur qui conçoit l'outil technologique, c'est lui seul qui maîtrise l'intention réelle de l'outil qu'il met sur pied. Et le plus souvent, cette intention, il ne le met pas justement à la disposition des gens qui sont appelés à faire usage de l'outil. C'est-à-dire qu'on donne une autre intention justement aux individus qui vont faire usage de l'outil, mais on garde pour soi-même la réelle intention pour laquelle l'outil a été conçu. C'est la raison pour laquelle dans l'univers technologique, vous conviendrez avec moi que les individus représentant donc justement cet univers haut niveau, ils ne font jamais ce que l'on appelle le transfert des technologies. Parce que s'il y a transfert des technologies, c'est-à-dire s'ils vous communiquent réellement l'intention qui se cache derrière leur réalisation, il est clair que vous allez rejoindre leur niveau de conscience. Vous rejoindrez leur niveau de compréhension. Et si ce que l'ingénieur représente comme compréhension, les individus qui sont supposés être les consommateurs des éléments que lui conçoit, qu'il crée, il est clair que ces individus ne feront plus partie de sa ressource. Il ne pourra plus se servir de ces individus comme des ressources pour lui se positionner ou bien pour se construire. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez par exemple un mot comme altruisme, nous le disions la semaine passée, ça veut dire qu'on a bien des individus qui conçoivent des termes, qui conçoivent des concepts et qui gardent pour eux le contenu réel de ces concepts. Et ils vont servir donc justement à la plupart des individus, notamment à la masse de la population, un contenu qui n'a rien à voir avec le contenu qu'ils ont. Or, nous savons très bien que le contenu que chacun de nous peut avoir d'un mot, non seulement met en lumière notre personnalité, notre structure identitaire, et qui va même aussi de pair avec la position que l'on peut occuper dans la société et même le rôle que l'on peut jouer. Et justement, c'est la raison pour laquelle je m'en vais, une fois de plus, essayer de manière brève, ressortir la structure de la société, son fonctionnement, tel que cela est pensé au niveau pyramidal. Vous savez, la pyramide qui a souvent été qualifiée comme pyramide maçonnique. Or, il n'en est pas question. Or, le schéma justement pyramidal met simplement en lumière la structure de la société. Ça veut dire que tout le monde faisant partie de la société en est concerné. Ben, il est vrai que dans la naïveté et l'ignorance, moi-même, autrefois, je l'ai pensé, on le taxe parfois de sorcellerie. Or, le chemin pyramidal renseigne simplement sur ce que c'est que la société, comment est-ce qu'elle fonctionne et la position que chacun occupe au sein de cette société relative au rôle qu'il est appelé à jouer. Donc, au sommet de la pyramide, on a donc justement des élites qui sont très, très proches de l'œil, qui est symbolisé comme la lumière. Donc, ça veut dire que ce sont les individus qui représentent justement cette lumière, ou alors que l'on peut définir comme la compréhension ou bien la conscience universelle. Donc, leur proximité justement avec cette conscience leur donne une conception, un contenu d'un mot. Et quand on revient donc justement au niveau de la base, on a les populations qui, elles aussi, ont une conception, un contenu d'un mot. Mais seulement le contenu d'un mot que la population a ou bien qu'elle aura, elle vient directement de ces élites. Bon, maintenant, l'élite, pour garder sa position justement d'élite, elle ne peut pas faire ce que j'appelais tout à l'heure le transfert des technologies. Elle ne peut pas donner le vrai contenu du sens des mots à la masse de la population, sachant très bien que ce qui fait justement le fonctionnement de la société, c'est qu'il y a une grande partie des individus qui ont un contenu des mots, je dirais, qui est frélaté, et il y a une autre partie qui a un contenu de mots qui, eux, ils pensent réellement être vrai. Donc, c'est cette façon dont, c'est ce contenu divergent des mots qui justifie aussi le décalage que l'on peut observer entre les individus qui représentent la société au haut niveau et ceux qui représentent la société au bas niveau, et qui va de pair donc avec le rôle que chacun est appelé à jouer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc, le troisième élément,
c'est celui-ci. Vous savez très bien que nous avons l'habitude de le dire dans les enseignements que quand on parle de la famille très souvent est définie comme la cellule de base de la société. Ça veut dire que si l'on comprend clairement comment la famille fonctionne, on aura aussi une claire compréhension de comment la société elle fonctionne, puisque la famille étant définie comme la cellule fondamentale de la société. Donc, pour ça, je vais vous donner un témoignage me concernant personnellement. Il y a cela plus d'une décennie aujourd'hui. Je me rappelle quand ma maman était arrivée chez moi, et sur la base de ce que je commençais à comprendre, même si c'était, je vais dire, des bribes, j'avais carrément dit à ma maman que, maman, je vais avoir une conversation avec toi. Elle me dit laquelle. Je lui ai dit, j'aimerais vraiment qu'on s'assoie. Je vais te dire des choses de manière claire, franche, telle que je les comprends. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je lui dis très bien que, maman, je me rends compte aujourd'hui que je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai jamais rien fait pour te servir. Et je comprends aussi aujourd'hui, je commence à comprendre que toi-même, tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'aimes pas. Parce que tout ce que tu as fait, quelque part, je réalise que tu le faisais pour toi-même. Et je pense que si chacun est honnête avec soi-même, quand on observe bien comment la famille fonctionne, au niveau sociétal, ce qui est défini comme famille, vous allez bien voir que les actes que, dans le fond, le parent pose vis-à-vis de l'enfant, on peut les interpréter comme des actes altruistes. Or, dans le fond, il n'en est pas question. Et vice-versa, il en est de même aussi pour les enfants. Parce que je lui disais clairement que observez très attentivement le fonctionnement des enfants dans une maison. Quand vous observez le fonctionnement des enfants, les enfants sont beaucoup plus attachés aux parents qui répondent facilement à l'idée d'eux. Ça veut dire que la démarche de l'enfant vis-à-vis du parent n'a rien à voir avec l'altruisme, puisque l'altruisme qui est défini au niveau conventionnel comme étant le fait d'être dévoué, c'est-à-dire être dévoué de manière désintéressée, être au service d'autrui de façon désintéressée. Et je vais donc avoir cette conversation avec elle. Donc, ce qui fait que quand le thème justement a été présenté par rapport à l'altruisme, je me suis rappelé donc de cet épisode-là. Et quand on observe dans la société comment elle fonctionne, quand vous observez donc justement le fonctionnement familial, prenons donc justement le chef de famille ou alors le parent, comme celui qui représente la société au niveau, qui a une compréhension justement de la famille que l'enfant n'a pas. Et on prend donc les enfants comme la masse. Vous allez bien voir que le parent, lui, tout ce qu'il fait dans le fond, c'est pour servir ses intérêts. Tout ce que le parent pose comme acte vis-à-vis même de l'enfant, c'est pour alimenter l'idée de lui. Et il en va aussi, il en est de même aussi pour l'enfant. Mais la différence, c'est que le parent, justement, qui dans le fond ne se connaît pas, parfois le parent lui-même n'est pas conscient que toute sa démarche vis-à-vis donc des enfants n'a rien à voir avec l'amour, bien rien à voir avec l'altruisme. Et il en est aussi de même pour l'enfant. Donc, c'est là où se situe la différence. Or, quand on observe très bien la société, donc les individus représentant la société, quand ils parlent d'altruisme, ils savent très bien que le contenu qu'ils placent derrière le terme altruisme n'a rien à voir avec le fait que la société soit au service, essentiellement au service justement des individus justement qui représentent sa ressource. Mais il est clair que le contenu que l'on va donner justement à ces individus, c'est que la société justement est à leur service et que la société a été faite, elle a été édifiée justement pour servir, pour construire, pour alimenter l'idée d'eux. Donc on peut donc bien se rendre compte que l'altruisme tel qu'elle est prêchée aujourd'hui, telle qu'elle est prônée aujourd'hui, elle a une visée, je pense, qui sera bien détaillée par ceux qui vont évoluer dans les échanges. Et donc pour terminer là-dessus, pendant que j'y méditais le matin sur le sujet, je me posais une question à moi-même que tout le monde pourrait se poser. Je me suis dit que je me posais cette question, la compréhension que j'ai de la société, elle vient d'où? La compréhension que moi j'ai de la société, elle vient d'où? Parce que il est clair, peut-être, il y en a qui ne savent pas que l'on peut avoir une compréhension de la société qui ne vient pas forcément de l'intelligence. Parce qu'il suffit que vous ayez un niveau de culture, je peux dire élevé, ou alors que vous représentiez cette société à un niveau élevé, vous pouvez comprendre à un certain niveau la société, mais il est clair que cette compréhension ne vient pas de l'intelligence. Pourquoi? Parce que je comprenais que, dans les questions que je me posais, si la compréhension que j'ai de la société me vient vraiment du créateur, de l'intelligence, il est clair que ma démarche quotidienne ne va justement pas s'inspirer
de l'individualisme qui, dans le fond, a des racines sociétales. Ça veut dire que je peux faire des analyses pour parler de l'altruisme, pour parler de la société, comment elle est organisée, mais ce qui va justifier que la compréhension que j'ai de la société vient vraiment de très loin, c'est que mon fonctionnement sera en marge de la société. En marge. Donc maintenant, chacun peut donc se poser la question, la compréhension donc que j'ai de la société, elle vient d'où? Parce que, voyez-vous que si par exemple, je nourris l'ambition de m'acheter un téléphone demain, si je suis convaincu que ce téléphone va me le voler, est-ce que je vais acheter ce téléphone? Non. Si je nourris, par exemple, l'ambition de me construire une maison demain, si je suis convaincu que cette maison va s'effondrer, est-ce que je vais la construire? Non. Ça veut dire que si je comprends vraiment ce que c'est que la société et toute l'organisation qui est en train d'être mise sur pied, qui, dans le fond, vise justement à l'asservissement, je dirais, de manière renforcée des populations, il est clair que ma démarche quotidienne serait en marge de la société. Mais si je crois comprendre la société, et que ce qui me transporte quotidiennement, c'est cette aspiration à la conformité au paradigme, selon que la société les a définis, il faudrait que je comprenne que oui, je peux avoir une compréhension de la société, mais qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, je vais m'arrêter là, Angélique. Merci beaucoup, Franck, pour cette entrée en matière très intéressante, puisqu'effectivement, tu nous ramènes toujours à cette question qui suis-je? Et puis, cette question qui ramène souvent à la définition, à l'identité de la société, donc une racine identitaire avec les différents exemples que tu nous as pris, témoignages personnels, qui est profondément, effectivement, individualiste, centré sur l'intérêt personnel. Donc, d'où la pertinence aujourd'hui de se poser la question de comment pourrait-on penser une société qui, à la base, est intrinsèquement individualiste dans l'altruisme tel qu'on nous l'a fait comprendre. Voilà, donc d'où aussi la question de comprendre lorsque eux, ils parlent de la société, tu parlais des mots qui sont souvent comme des façades, qui a un univers bien large, qui a un univers, une intention qui fait usage du mot. Quelle serait l'intention de nos discoureurs lorsqu'ils utilisent ce terme altruisme? Donc, c'est ce point que nous allons aborder sans plus tarder avec Armand. Bonjour Armand. Bonjour Angeline, bonjour à tout le monde. Merci. Donc, oui. Je suppose que j'ai la parole, c'est ça? Oui, tu as la parole. Qu'entend-on par un nouvel ordre mondial altruiste? Oui, c'est une question qui est d'actualité et nous avons parmi ceux qui en ont parlé, notamment dans les médias tous ces derniers temps, un des personnages qui a parlé d'un altruisme intéressé. Et nous avons là, en fait, affaire à une figure de style qui vise à rapprocher des termes que les individus vivent comme des antagonismes. Parce que lorsque on parle d'intérêt, on parle là de ce que l'individu considère comme étant, n'est-ce pas, quelque chose qui définit son être, ce à quoi il est attaché. Mais quand on parle d'altruisme, il s'agit cette fois de s'oublier, de demander à l'individu de s'oublier lui pour s'intéresser à l'autre. En tout cas, l'autre ici, c'est de ça qu'il s'agit, qui est l'autre. Parce que l'altruisme ne se définit pas sans une notion de l'autre. Dans une société individualiste, nous avons une somme d'individus. Et l'autre ici renvoie à un autre individu. Dans le nouvel ordre mondial, l'autre n'est pas un autre individu. L'individu est face, n'est-ce pas, à une société qui est globale. Et si vous écoutez l'actualité, vous allez voir que ce terme revient constamment. Faites attention, vous verrez que tous les personnages principaux de l'actualité utilisent ce mot global. Pandémie globale, solution globale, approche globale. Et il s'agit là donc de rappeler à l'individu de le confronter à une globalité et pas à d'autres individus. Et face à cette globalité, lorsqu'on parle d'altruisme intéressé, c'est comme si on parlait d'une eau qui est sèche.
d'un soleil qui est ténébreux. Vous voyez, ça choque, n'est-ce pas? Ça crée un effet de surprise chez celui qui entend un tel mot. C'est une technique de déconstruction, de réinitialisation mentale, et qui nous oblige naturellement, si on prend un peu de recul, à nous intéresser sur le sens de ces deux mots. Il s'agit en fait d'ouvrir la possibilité d'une nouvelle construction mentale, d'une possibilité, n'est-ce pas, de créer de nouvelles images à travers de nouveaux événements. Parce que quand vous regardez, par exemple, un système informatique, quand vous avez un nouveau logiciel, il faut réinitialiser le système pour remplacer l'ancien par le nouveau. Les informaticiens appellent ça, n'est-ce pas, une réinitialisation et un redémarrage. Alors, pourquoi ici parle-t-on d'altruisme dans le contexte de ce redémarrage? Franck l'a bien souligné, il s'agit de redéfinir les mots. Et le mot sur lequel nous allons nous attacher ici par rapport à la question que tu soulèves, Angie, c'est le terme économie. Il s'agit de redéfinir l'économie. Le nouvel ordre mondial appelle une nouvelle économie, un nouveau système économique, un nouveau modèle économique. Dans l'ancien système économique, celui que les uns et les autres ont connu jusque-là, la société est perçue comme une somme d'individus, n'est-ce pas, caractérisés chacun par un désir de satisfaire une fonction d'utilité individuelle. Que ce soit le socialisme, le communisme, le capitalisme, toutes les doctrines sont fondées sur l'individu, les unes voyant l'individu comme étant une somme de sentiments humanitaires, n'est-ce pas, qui pousse l'individu, n'est-ce pas, à rechercher, n'est-ce pas, la forme la plus accomplie de l'expression de ces sentiments. Et dans le socialisme, il va trouver la garantie de cet accomplissement dans une forme politique d'organisation de la société. Le communisme fait de même. La différence qu'elle apporte, c'est qu'elle met un accent sur les moyens de production et dit que tous les moyens de production doivent être la propriété de ce qu'on appelle l'État. Le capitalisme intervient là-dedans et dit on va faire la même chose, sauf que les moyens de production, c'est le plus fort qui va les posséder. Et on va concentrer les moyens de production, les gros capitaux, n'est-ce pas, entre les mains de quelques-uns. Et c'est le système dans lequel, n'est-ce pas, par différents avatars géographiques et temporels, on est parvenu aujourd'hui. Mais le nouvel ordre mondial est une nouvelle économie. Certains appellent ça l'économie de la vie. Elle est fondée sur la notion de bien commun. Une fois qu'on a dit bien commun, on va introduire le concept en vous parlant de l'eau, en vous parlant de l'air, en vous parlant de la santé. Mais le concept, dans sa forme accomplie, veut dire clairement que la propriété privée est abolie. C'est ce que ça veut dire. Même si tout le monde ne le comprend pas tout de suite comme ça. Si la propriété privée est abolie, ça veut dire que la seule propriété qui demeure, c'est la propriété collective. Et cette propriété collective fait donc l'objet d'une gestion globale. Et vous voyez là revenir ce mot global. Donc l'altruisme ici consiste, n'est-ce pas, à construire des individus qui adhèrent aux fondamentaux de cette nouvelle économie. Et cette construction, elle est progressive. Un profit désintéressé n'a pas de sens. Parce que le profit, il est intéressé. Donc, si on vient vous dire, on va vous construire une nouvelle économie où vous faites un profit désintéressé, on est dans un oxymore. C'est-à-dire dans deux opposés que l'on associe pour créer, n'est-ce pas, la surprise, pour ouvrir la mentalité et insérer de nouvelles choses dedans. Il n'y a pas de capitalisme désintéressé. Et dans le fond, le nouvel ordre mondial ne se revendique pas du capitalisme. Le capitalisme n'est qu'une étape qui a été atteinte à un moment donné et maintenant qu'il faut abandonner, il faut tourner le dos à ce système économique pour aller vers l'économie de la vie, dans laquelle la gestion est globale, les biens sont communs, et un individu, comment arriver, n'est-ce pas, cet individu à qui on avait expliqué que c'est l'intérêt qui est le moteur de son comportement, comment lui donner, n'est-ce pas, une nouvelle attache à cette nouvelle économie? Il faut lui donc créer, il faut lui construire en lui une nouvelle perception, une nouvelle compréhension, un nouveau regard,
sur ce qui va stimuler en lui, n'est-ce pas, le mouvement qui va le permettre à déployer l'énergie qu'il représente. Et nous allons y revenir. Est-ce que, Emmanuel, s'il te plaît, tu peux afficher cette déclaration d'Elon Musk qu'il a faite, je crois, au début du mois de mai 2020. Donc, une fois qu'elle est affichée, tu me le dis parce que je n'ai pas de retour, s'il te plaît. Oui, c'est affiché. Voilà, donc cette déclaration, n'est-ce pas, pour ceux qui la lisent, elle est en anglais. Et Elon Musk y déclare qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, c'est un peu, on va dire, un de ces grands représentants de ce qu'on appelle l'économie de la technologie. Il a de nombreux projets, notamment, n'est-ce pas, dans l'espace avec des satellites, mais aussi sur la Terre. Il veut faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, utiliser la neuroscience dans sa forme la plus avancée pour, n'est-ce pas, donner au cerveau des propriétés surhumaines. Non, c'est ce monsieur-là qui représente n'est-ce pas, qui est un des représentants de ce qu'on peut appeler l'élite riche et technologique, qui fait un tweet le 1er mai et qui dit « Je vais vendre tout ce que je possède ». Vous voyez, quand on veut donner l'exemple à la masse, ici, quel est le message? On est en train de dire à la masse, la propriété privée va disparaître. La preuve, l'exemple, vous l'avez devant vous. Elon Musk, qui possède tout, est en train de dire « Je ne vais plus rien posséder ». Mais on parle là de la possession telle que elle a été construite dans les uns et les autres jusqu'à aujourd'hui. On parle de l'identité telle qu'elle a été construite jusqu'à ce jour. Donc, on est en train de communiquer progressivement aux individus les comportements qui sont indispensables au fonctionnement de la nouvelle économie. Cette nouvelle économie, je vais prendre un autre volet, n'est-ce pas? Parce que quand nous parlons d'altruisme, qui est altruiste? Et celui qui est altruiste l'est envers qui? C'est le point que j'essaie de toucher. On avait là un réseau de relations interpersonnelles et dans la nouvelle économie, c'est une relation, n'est-ce pas, on va dire, d'individu à la globalité. C'est cette relation-là. Et vous voyez bien que le rapport est asymétrique. Quand vous êtes dans une relation interpersonnelle, vous pouvez presque projeter sur l'autre les capacités que vous avez et les comparer. Mais lorsque vous êtes un individu face à la globalité, vous êtes comme une poussière, comme un grain de sable dans la mer. Vous êtes écrasé d'avance. C'est ça la nouvelle économie. Et pour pas que ce sentiment-là vous obsède, il faut donc vous donner un regard qui vous amène à comprendre que le renoncement à cette identité à laquelle vous étiez attaché, qui en fait, que le pape appelle dans un tweet, ressent de la rigidité, renoncer à la rigidité, c'est ça l'avenir. Parce que si vous devenez rigide, vous allez être brisé. Vous allez être explosé. Votre salut, votre pérennité réside dans le renoncement à la rigidité, c'est-à-dire dans l'ouverture à l'altruisme, à la nouvelle économie, n'est-ce pas? À l'adhésion aux nouveaux concepts. Et donc, le symétrique de l'altruisme, n'est-ce pas, c'est la philanthropie. Dans une nouvelle économie telle qu'elle peut se comprendre, l'individu est altruiste et, n'est-ce pas, l'élite est philanthrope. Et c'est là que se fait le mariage. La philanthropie fournit à l'altruisme de l'individu, n'est-ce pas, ce dont il a besoin. Et vous voyez là au niveau économique ce qu'on va appeler le revenu universel, dont les racines commencent à poindre dans les mesures que nous voyons, n'est-ce pas, se prendre à l'échelle des différents pays. On parle de revenu universel de plus en plus, ce n'est pas une notion nouvelle, mais elle commence à être implémentée sous la forme de dire que l'impact économique des mesures qui ont été prises va être compensé par le fait qu'on va donner de l'argent aux individus. Vous le voyez aux États-Unis, en Europe, etc. Vous voyez, là, on est dans une dimension de la philanthropie d'État. Mais il y a une philanthropie privée qui est en général organisée, n'est-ce pas, sous la férule de ce qu'on appelle des fondations. Et si vous y regardez attentivement, vous verrez que les fondations représentent une démographie qui a explosé, que ce soit en Europe, en Amérique,
les fondations sont devenues de plus en plus actives. Ils sont devenus les principaux acteurs. Ils sont anonymes la plupart du temps parce qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière. Et elles ont un poids de plus en plus important. Parce que pour préparer la nouvelle économie, les ressources qui ont été accumulées au travers du capitalisme ont été mises en sécurité juridique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer ces fondations. Elles ne payent pas d'impôts, elles ne sont pas responsables pénalement, etc. Mais elles recèlent l'essentiel des ressources que le capitalisme a produit depuis 2 siècles. Donc, vous voyez là une vraie machine de guerre. Et ces fondations possèdent infiniment plus d'argent que ce qu'on appelle les institutions étatiques. Vous pouvez le voir lorsque les différents présidents se sont réunis il y a quelques semaines ou quelques jours pour se mettre d'accord sur la manière dont ils vont réagir de manière commune face à ce qu'on appelle la pandémie aujourd'hui. Eh bien, il y avait qui autour? Vous n'avez qu'à regarder les personnes présentes. Vous verrez qu'il y avait des fondations, il y avait des organismes privés. Mais ces organismes privés ne sont que la façade, n'est-ce pas, de cette philanthropie internationale. Et cette philanthropie est donc l'alter ego de l'altruisme. C'est le point que j'essaie de soulever ici. Quelle est la caractéristique? C'est qu'elle est censée parler au cœur de l'individu, à ce que l'individu appelle l'amour, n'est-ce pas, l'intérêt pour l'autre, n'est-ce pas? On va convoquer la qualité de cœur, de générosité du philanthrope, qui va rencontrer l'altruisme de l'individu. Et les deux vont fusionner, n'est-ce pas, dans une relation qui va conduire à l'amour dans la nouvelle économie, dans le nouvel ordre mondial. C'est une économie de l'amour. C'est une économie qui invoque des sentiments d'une noblesse selon le nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Et donc, dans cette nouvelle économie, l'économie, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler les rapports de production et de propriété. Qui produit quoi et ce qu'on produit appartient à qui? Et on produit à partir de quoi? Donc, dans la nouvelle économie, les ressources qui ont été concentrées entre les mains de quelques-uns vont dorénavant, n'est-ce pas, paraître au grand jour et exprimer clairement leur pouvoir d'autorité sur le reste. Parce qu'aujourd'hui, dans la façade, c'est encore l'État qui semble, du point de vue des institutions, être, n'est-ce pas, le siège du pouvoir, le siège de l'autorité, le siège de la loi. Mais ceux-là aujourd'hui, dont le rapport de force est infiniment plus grand que celui des États, veulent officialiser leur puissance. Il n'y a pas de raison que la loi ne soit pas le reflet parfait et absolu de ce qu'ils sont. Il n'y a plus besoin de prendre, n'est-ce pas, des détours pour le dire. Et c'est ça la nouvelle économie qu'il s'agit de construire. Et cette nouvelle économie va donc être l'expression explicite, n'est-ce pas, et lisible, sans besoin d'interprète, de ce nouveau rapport, ou de ce rapport qui s'est construit dans l'anonymat, n'est-ce pas, dans l'arrière-plan, et qui maintenant veut se manifester, n'est-ce pas, dans la matière, dans le visible, n'est-ce pas? Jusque-là, c'était, on va dire, entre guillemets, dans l'invisible. Les moyens de production. Dans l'économie d'avant, c'était les usines, c'était les industries. Mais regardez aujourd'hui, pour ceux qui regardent, par exemple, ce qu'on appelle la bourse, les sociétés qui ont la cotation boursière la plus importante ou la capitalisation boursière, ce qu'on appelle dans l'économie, n'est-ce pas, la valeur de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle Google, Amazon, Facebook, n'est-ce pas, Apple. Ce sont des sociétés qui font dans la technologie numérique. Ce ne sont pas des industries de transformation, non. Autrement dit, là, dans la nouvelle économie, elle est numérique. Et donc, dans une économie numérique, vous ne pouvez pas avoir des acteurs qui ne sont pas numériques. Ça ne va pas coller, ça ne fonctionnera pas. Il y aura ce qu'on appelle, du point de vue, n'est-ce pas, de l'incompatibilité. Pour que ce soit compatible, vous voyez, on a développé les robots. Et aujourd'hui, les moyens de production avant, c'était des individus. Un personnage bien connu, un penseur de ce nouvel ordre mondial qui est bien connu, qui s'appelle Brzezinski, je crois, il a dit il y a un certain nombre d'années, je ne me rappelle plus exactement à quelle époque, je ne sais plus si c'était dans les années 80 ou 90, que dans quelques années, dans une trentaine d'années, on n'aura plus besoin que de 20% de la force de travail qui était alors identifiée à l'époque.
Mais quand on parle de force de travail, on n'inclut pas dedans, par exemple, tous ceux qui sont à la retraite, qui ne font pas partie de la force de travail. On n'inclut pas la jeunesse et les enfants, c'est-à-dire l'essentiel de la population. Quand il dit la jeunesse, c'est celle qui n'a pas encore accédé au monde du travail. Donc, on parle ici de 20% de la fraction qui travaille. Si vous rapportez ces 20% à la totalité de la population, vous comprenez là l'enjeu de la dépopulation. On a affaire dans la nouvelle économie, on est confronté à une masse d'individus qui ne servent à rien. Même ceux qui s'appellent travailleurs aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont déjà inutiles à l'heure où nous parlons. Et ils espèrent encore qu'on va relancer l'économie pour qu'ils reprennent leur poste. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que dans la nouvelle économie, 80% de ceux qui s'appelaient travailleurs sont devenus inutiles. Les robots font le travail. J'ai même vu dans une vidéo un robot qui faisait la police dans le parc et qui rappelait aux gens qu'il faut mettre le masque. Donc, ça, c'était le deuxième point. Les moyens de production ont changé. Le troisième point, la production se faisait à partir de ressources. On faisait des batailles pour posséder des mines de pétrole, des mines de cobalt, et etc. Mais dans la nouvelle économie, la ressource, c'est vous. C'est l'humain. C'est ça la ressource. Elle est infiniment plus rentable que l'or, le cobalt et tout ce qu'on veut. Donc cette ressource-là, il faut la dompter. Il faut la mettre dans le canevas qui permet à cette nouvelle économie de s'articuler, n'est-ce pas, vers l'élan qu'elle s'est donné. Et le profil de cette ressource-là qui est compatible avec la nouvelle économie s'appelle l'altruisme intéressé. Parce que cet individu, pour le motiver, il faut lui donner une notion d'intérêt. Vous comprenez donc que les acteurs de l'économie doivent évoluer, parce que l'économie elle-même a évolué. L'intérêt qu'on va donner à cet individu, on va l'illustrer. Nous sommes dans une situation où il y a une pandémie. De nombreuses voix s'élèvent, les unes et les autres, pour proposer des solutions, pour prédire l'avenir, pour dire quelle est l'issue de cette pandémie. Certaines pensent qu'il faut une vaccination pour tous. Et cela va donc vous expliquer que dans ce contexte-là, quand on va vous imposer une vaccination obligatoire, si vous êtes altruiste, vous devez l'accepter. Parce que vous l'acceptez pour protéger la collectivité, pour protéger la globalité. Et votre intérêt, là, c'est devenir un héros de la protection de la collectivité en acceptant la vaccination obligatoire qui vous est imposée. Vous voyez là, vous avez là une belle illustration, à mon sens, de l'altruisme intéressé. Accepter la notion de bien commun dans la nouvelle économie, c'est penser aux autres. Et dans cette nouvelle économie, vous pouvez appliquer ce raisonnement à ce qu'on appelle le climat, la santé, n'est-ce pas? Tous ces chapitres-là, à l'eau, par exemple, tous ces biens communs vont donc être sujets à de nouvelles règles d'accès. Vous ne serez plus, en tant qu'individu, n'est-ce pas, habilité à y accéder selon vos droits individuels. Vous devriez, n'est-ce pas, y accéder selon un altruisme intéressé. Cet intérêt, ce n'est pas vous qui le définissez, c'est l'intérêt de la collectivité. Et quiconque ne se soumet pas, n'est-ce pas, à cet intérêt collectif qui est défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une élite qui a atteint un certain point où elle veut manifester sa puissance de manière explicite, quiconque ne se soumet pas à ces règles du bien commun fera preuve de manque d'altruisme. Et vous avez là, n'est-ce pas, si vous poussez ce raisonnement au bout, vous voyez que le stade accompli de l'altruisme, c'est l'esclavage. Et vous avez une image sur Internet qui circule, si vous tapez masque esclave, vous allez voir cette image qui remonte au temps de l'esclavage où on mettait aux individus esclaves un masque pour l'intérêt de l'économie de l'époque. Cette économie-là nécessitait que ces individus portent un masque pour éviter qu'il y ait une interaction entre leur bouche et les aliments qu'ils manipulaient. L'économie de l'époque était alimentaire. Elle était basée sur des champs de canne à sucre.
Donc, pour les empêcher de manger de cette production, on leur mettait des masques. Le masque, aujourd'hui, est le symbole de la même chose. Et ces individus, dans leur altruisme, ça consistait, n'est-ce pas, à respecter le bien commun. Et nous avons ici, donc, dans ce questionnement sur l'altruisme, c'est qui est altruiste et envers qui? On a un altruisme ascendant et un altruisme descendant. L'altruisme descendant, c'est celui qu'exprime l'élite envers la masse. Nous allons l'appeler de la philanthropie, n'est-ce pas? Par exemple, la colonisation était philanthrope, l'esclavage était philanthrope, la dictature technologique est philanthrope. Et lorsque certains préfèrent, c'est une guerre philanthrope, parce qu'elle est pour le bien de ceux-là qui sont appelés à être altruistes. Vous comprenez pourquoi une certaine catégorie de travailleurs font l'objet d'applaudissements. Il s'agit de construire cet altruisme dans les individus. Parce que ces individus qu'on applaudit sont mis en avant comme le modèle de comportement qu'il faut avoir dorénavant. Parce que vous avez là des individus qu'on envoie comme des soldats dans une guerre, mais à qui on ne se préoccupe pas forcément de donner toutes les munitions ni toutes les armes de ce que cette guerre considère comme étant l'ennemi. Mais ces individus acceptant, n'est-ce pas, par altruisme intéressé, parce qu'on va leur donner une prime aussi quand même. Donc il y a un certain intérêt de la part des philanthropes. Acceptant ce dispositif-là, vont donc être promus en modèle. Et comme, n'est-ce pas, Luc a l'habitude de nous dire, si vous voulez construire un nouveau concept dans un individu, vous lui montrez la chose et vous lui donnez le nom de la chose. Ici, ce qu'on montre dans les médias, ce sont ces nouveaux héros. Ce sont des héros de l'altruisme. Et donc, le concept de l'altruisme, vous voyez, il se construit. Parce que vous avez les faits, vous avez les exemples, vous avez la médiatisation, vous avez la construction et le mot, il suit derrière. Et les deux ensemble forment la construction qui se fait dans les individus. Donc ça, c'était pour l'altruisme descendant. L'altruisme ascendant, c'est le consentement à la nouvelle économie. C'est l'empathie, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec une opinion, il faut l'accepter, il faut accepter qu'elle puisse s'exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette nouvelle économie. L'altruisme, c'est quoi? C'est l'empathie, n'est-ce pas? C'est accepter cela, accepter la distanciation, accepter les gestes barrières, accepter un certain nombre d'éléments qui participent à construire, n'est-ce pas, cette nouvelle individu pour cette nouvelle économie. Je pense qu'on pourra en dire encore plus, mais j'ai essayé de poser là quelques éléments qui peuvent être rattachés à ce qu'on peut appeler l'altruisme dans cette nouvelle économie. Je te rends la parole. Merci beaucoup Armand, très intéressant. Effectivement, tu nous as permis de lever le voile sur beaucoup de termes et des termes qui sont notamment dans cet article que je vais lire rapidement, l'article dont tu as un petit peu parlé de façon sous-entendue. Je ne sais pas si ça s'affiche au niveau de l'écran. Donc, c'est une interview de Monsieur Jacques Attali. Dans la situation actuelle, il y a un début de prise de conscience, dit-il, de la nécessité d'une autre forme de société qui n'est pas nécessairement fondée sur l'égoïsme, le profit. La société de demain doit changer. La légitimité de son autorité qui ne devra plus être le religieux, la force, la seule raison ou l'argent, mais l'empathie dont tu parlais, l'altruisme, qui sont de vrais critères d'autorité. Et donc, le journaliste lui demande qu'une pandémie, alors lui rappelle qu'il avait dit en 2009 qu'une pandémie majeure ferait alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, tu en parlais, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. N'est-ce pas un vœu pieux qu'on lui posait comme question? Et lui, il répondait
Non, je le redis mot pour mot 10 ans plus tard, ce que j'appelle altruisme intéressé ou altruisme rationnel est l'intérêt que l'on a à être altruiste. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent conscience qu'ils ont intérêt à ce que les autres se protègent. Donc, tu parlais de ça notamment avec le masque et le fameux vaccin. Et donc, à créer les conditions pour cela. Nous avons ainsi intérêt à protéger les sans-abri, les gens extrêmement fragiles. Après, on découvre que cela peut être une source de bonheur. Tu utilisais le terme amour. L'altruisme désintéressé peut ainsi venir comme une conséquence de l'altruisme intéressé. Donc, c'est très intéressant puisque, effectivement, avec ton analyse, avec ton approche, avec ce que tu nous as apporté comme élément, cela nous permet de mieux comprendre le message sous-entendu derrière ces termes. Et avant de te laisser, la parole à notre troisième intervenant, j'avais quand même une question à te poser. Tu as un petit peu fait un lien avec certains événements d'actualité. Il y avait aussi, donc, il y a Virginie 41 qui a relevé un point où il y avait une boutique africaine qui distribuait des masques à Paris. J'ai oublié l'arrondissement, mais à Paris. Donc, il y avait cet acte-là qui avait été posé, qui a été médiatisé. Il y a aussi le fait qu'on ait entendu que les médecins ont reçu donc une circulaire leur demandant, moyennant argent, de reporter, de collecter des informations concernant des personnes qui seraient donc en suspicion d'avoir le Covid et même leur entourage. On a aussi entendu comme information, donc une circulaire cette fois-ci au niveau de l'Éducation nationale qui a été donnée aux différents professeurs encadrants pédagogiques de pouvoir aussi faire remonter des informations concernant des apparentes dérives sectaires que le gouvernement a bien identifiées selon des critères. Donc, ma question, c'est par rapport à ce que tu dis là. Est-ce qu'on est dans cette démarche d'altruisme? Et si oui, lequel? Tu as parlé d'altruisme intéressé, philanthropique. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces faits d'actualité? Oui, en un mot, la philanthropie dans la nouvelle économie n'est conforme que si elle s'exerce à partir du sommet de la pyramide. Toute forme de philanthropie qui ne s'exerce pas, qui ne s'écoule pas du sommet de la pyramide vers le bas, constitue une sorte de captation d'autorité qui est intolérable dans la nouvelle économie. Voilà en un mot ce que je peux dire. Voilà, donc il me vient une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire, puisqu'en plus, on voit les réactions face à ce genre de demande, on va dire du haut vers le bas. Il y a beaucoup de résistance dans les populations. Il y a beaucoup de médecins qui ont montré leur non-approbation de ce genre de demande. Les enseignants aussi, beaucoup sont outrés et on voit même que, comme l'a signalé Virginie 41, la police a demandé l'arrêt de la distribution des masques. Donc, comment pallier à cette résistance qui semble avoir dans la population quant à cette volonté d'entraîner tout le monde vers l'altruisme? Oui, absolument. Cette volonté d'entraîner tout le monde, quand nous disons tout le monde, nous renvoyons là, n'est-ce pas, à on va dire, une identité. Parce qu'il va de soi que vous ne pouvez pas faire briller une lampe qui n'a pas de filament capable de brûler dedans. Donc, la solution, ou si on pourrait l'appeler comme ça, ou plutôt le contexte dans lequel nous nous trouvons ici, suscite dans les uns et les autres un modèle de réaction que la religion a construit depuis des siècles, qui est le modèle du sauveur. Et dans le modèle du sauveur, la caractéristique, c'est qu'il est à l'extérieur. Il vient même d'en haut, dans certaines religions. Il revient. Et donc, la pratique commune des modèles, n'est-ce pas, réactifs que la société a construit dans les individus, c'est d'attendre un sauveur qui vient de l'extérieur. Mais dans le fond, comme tu l'as souligné, après l'intervention de Franck, la problématique est identitaire.
si je n'ai pas peur de mourir, comment pouvez-vous me menacer de faire quelque chose, sinon vous allez me faire mourir? Allez-vous parvenir à m'imposer cette chose avec une menace de mort si je n'ai pas peur de la mort? Donc, on a affaire là à des réactions dont les motivations consistent à préserver ce qu'ils perçoivent comme étant leur être, comme étant leur identité. Or, cette identité, elle est le fruit de la construction de ceux-là même qui lui demandent de rentrer dans un nouvel altruisme. C'est comme si Renault rappelait à l'usine un certain nombre de voitures qu'il a fabriquées parce qu'il y a un défaut dedans ou parce qu'il téléchargeait à partir d'un satellite un nouveau programme dans un GPS qui se trouve dans la voiture. La connexion existe, c'est lui qui l'a créée. Mais si ce n'est pas une voiture Renault, comment il peut télécharger quelque chose dedans? Il ne peut pas. Donc, nous avons là affaire, en fait, à une situation où la clarté identitaire est appelée à se construire dans les uns et dans les autres. Et il va de soi que là où il n'y a pas cette conjonction identitaire, la menace, ou ce que la société peut appeler menace, n'est pas vécu comme une menace. Donc, la problématique, elle est identitaire. Je te rends la parole. Merci Armand, merci beaucoup. Donc nous continuons notre échange avec Luc Bimaï du côté du Cameroun, à Yaoundé, à Kozoa plus précisément. Et par rapport au point où nous arrivons, il semble que nous allons tout droit vers une redéfinition de l'humanité, puisqu'avec cette notion d'identité, il est question de la définition de l'homme, la définition de l'humain déjà dans la société. Et donc, la question que nous allons poser à Luc est de savoir est-ce que l'altruisme est donc une réelle alternative, donc identitaire à l'individualisme? Va-t-on vers une redéfinition de l'humanité? Et puis pour appuyer donc cette question, pour peut-être aussi apporter des éléments sur lesquels tu pourras t'appuyer, nous allons rapidement lire aussi un bref extrait donc d'une autre interview, cette fois-ci qui relate les propos du pape actuel. Donc, qui dit « L'homme d'aujourd'hui ne sait plus qui il est et a donc du mal à reconnaître comment bien agir. » Dans ce contexte, la congrégation de la doctrine de la foi doit rappeler, selon François, la vocation transcendante de l'homme et l'indissoluble connexion de sa raison avec la vérité et le bien, introduite par la foi en Jésus-Christ, dit-il. Car rien ne peut plus aider l'homme à se connaître soi-même et à connaître le projet de Dieu pour le monde que l'ouverture de la raison à la lumière qui vient de Dieu. Le pape dit ainsi apprécier le travail de la congrégation pour réaffirmer le sens de la rédemption face à un individualisme qui se fie à ses propres forces pour se sauver. Il évoque également les recherches pour trouver les implications éthiques d'une anthropologie basée sur l'homme en tant que sujet essentiellement relationnel et muni d'une raison ample et spécifique, notamment dans le champ économique et financier. On y revient. Donc, bonjour Luc. L'altruisme est-il une réelle alternative? Allons-nous vers une redéfinition de l'humanité? Qu'est-ce que la transcendance de l'homme évoquée par le pape François? Bonjour Angéline et à tout le monde. Merci pour tout ce que nous avons jusque-là entendu de Franck et de Armand, avec les interventions complémentaires sur le chat. Est-ce que, selon la question que tu poses, l'altruisme est-il une alternative? Tout dépend du contexte à partir duquel la question est posée. Bon, si
je me pose la question pour mieux cerner la profondeur de cette question et puis réaliser combien cette question-là ne peut pas avoir de réponse positive. Je peux me poser la question de savoir, en tant qu'un élément de la société, un élément de l'environnement social, est-il possible que je fonctionne avec pour motivation ultime l'intérêt collectif? Si je me pose cette question, si je suis capable de me la poser, et puis capable aussi d'écouter le quotidien, la base des motivations, chacun pourrait répondre à cette question à son niveau. Bon, ce qui fait que même au plus haut niveau, comme Armand l'analysait, il est certain que ce qui parle de l'altruisme social ou pouvant caractériser un nouvel ordre mondial n'y croit pas. Vraiment. Il n'y croit pas. Et il y a des éléments qui montrent très bien qu'ils n'y croient pas parce qu'ils sont obligés d'y amener les éléments représentant la société par la force, par la contrainte. On est obligé de mettre sur pied un mécanisme, un nouveau mécanisme juridique, des lois, des mesures qui contraignent les individus à être ce qu'on veut qu'ils soient. Et même en utilisant ces éléments de force qui s'apparentent ou alors qui expriment un visage tel que vous l'avez souligné, dictatorial, même jusque-là, on n'amène pas à amener on n'arrive pas, on ne peut pas arriver à amener les individus à être le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire l'individualisme. Vous voyez donc, d'ailleurs, c'est pour ça que le nouvel ordre mondial, selon ce que tu l'as souligné tout à l'heure, nouvelle organisation du monde qui veut dire, on peut dire, créer un nouveau modèle de société. Mais est-ce qu'on peut créer, si on peut faire du neuf avec du vieux? Ça a autant de questions auxquelles nous devons nous intéresser pour voir cette question. Ça me dit parce que quelqu'un a posé cette question-là ici. Je pense qu'il l'a posée à Thierry qui est là. Est-il possible qu'un individu social ou l'être humain soit altruiste? Est-ce que c'est possible? Bon. Quand la question est posée, je ne dois pas me poser la question de savoir est-ce que Macron peut être altruiste? Est-ce que Paul Biya peut être altruiste? Je dois me poser la question, est-ce que je peux fonctionner? Est-ce que je peux m'oublier pour fonctionner au profit de l'intérêt d'autrui? Ça, c'est ça la question simple. Et vous verrez combien chacun peut répondre à cette question, combien c'est très complexe. Vous voyez, c'est important. Et pourquoi? Tout simplement parce que, personnellement, en observant, j'en parlais hier avec la grande sœur ici, c'est que l'individualisme s'est construit. C'est un modèle éducatif. Ce n'est pas quelque chose qui, vous voyez, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'individualisme qui s'apparente aussi au régime de post-vérité, donc c'est quelque chose qui s'est construit, ça se reproduit. C'est un héritage génétique qui part de l'information génétique. Ce que les parents sont, ce que l'environnement, il le reproduit. C'est ça même la reproduction au sens réel du terme. C'est ça la reproduction. Donc, la société s'est organisée pour construire des êtres individualistes parce que ça lui servait. Parce que c'est un modèle qui, à un moment donné, a servi les intérêts de la société. Et puis, au moment où ce modèle-là servait, parler d'altruisme, c'était mal vu. C'était malvenu. C'est pour ça qu'actuellement, si on en parle, c'est parce qu'effectivement, on est dans les enjeux de changement de modèle. Et parce qu'effectivement, il y a des enjeux en face. Et c'est ça qui est très important.
Et je me suis rendu compte que tu ne peux pas donner des conseils aux gens individualistes pour qu'ils soient collectifs. Ce n'est pas possible. Je m'en suis rendu compte. Et puis chacun de nous peut s'en rendre compte. Chacun n'a les moyens que d'être ce qu'il est. Pas autre chose que ce qu'il est. Et ce qu'il est selon l'architecture qui le représente, selon l'environnement qui se reproduit dans ce qu'il est. L'environnement qui se produit dans ce qu'il est. C'est d'ailleurs pour cette raison que, si vous observez bien, Armand parlait de l'altruisme descendant et l'altruisme montant, ou bien ascendant. Les gens qui sont au sommet de la pyramide sociale, qui est un édifice totalement artificiel, ne l'oublions jamais, c'est un édifice artificiel. Un édifice artificiel parce qu'il doit jouer un rôle, selon que Dieu, le Créateur, l'a organisé. Et donc, ça fait qu'il y a deux régimes. Il y a ceux qui sont au sommet de la pyramide qui semblent vraiment être altruistes, entre guillemets, selon qu'ils utilisent les termes altruistes. C'est pour ça que ces termes-là, autrefois, ne concernaient pas la classe populaire. D'ailleurs, quand ceux qui sont au sommet utilisaient ce type de termes, on les traitait de francs-maçons, d'illuminati, ainsi de suite, parce que c'est des termes qui n'avaient aucun contenu, aucun sens pour celui qui est préoccupé quotidiennement par son enfer au quotidien. C'est-à-dire qu'il lutte quotidiennement, qui est dans le combat quotidien de la vie. Tu ne peux pas lui dire d'être altruiste parce qu'il a un combat qu'il faut qu'il mène. Il a un combat pour lui, il a un combat, entre guillemets, ça peut être pour ses enfants ou bien pour son environnement cloisonné. C'est ça qui le préoccupe. Et plus loin, d'ailleurs, c'est ça qui fait aussi qu'il ne peut pas sortir de sa basse fréquence, il ne peut pas sortir de son environnement. Parce qu'il a une préoccupation, il a des contraintes, il doit montrer aux autres, il doit se montrer et prouver aux autres qu'il se bat et qu'il a les moyens de se conformer aux normes que la société a établies. C'est ça qui le préoccupe. Et vous avez certains qui se placent au sommet de la pyramide, comme quelqu'un le disait bien, pour faire avancer la société, il faut être capable de ne pas tenir compte des normes. Il faut être capable de ne pas se soumettre aux paradigmes sociaux, paradigmes immédiats. Vous voyez donc, c'est des gens qui, quelque part, on a l'impression qu'ils ne cherchaient pas à se prouver quoi que ce soit, mais ils avaient un objectif précis, celui de la société, participe à faire avancer la société. Donc, pour cela, ils paraissent comme altruistes, même s'ils le font vraiment pour l'idée qu'ils ont d'eux, mais plus loin, ils ont un souci, ils ont une préoccupation, ils ont une vision, une ambition, c'est que toute la terre doit être soumise doit être traînée par ce tourbillon, doit être traînée dedans. Voilà. Et donc, ça paraissait que la classe populaire est individualiste, et puis la classe élitiste est collective. D'ailleurs, le quotidien nous le montre. Lorsqu'il y a des événements, tu ne te tournes pas au quartier vers Franck ou bien pour dire trouve-nous des solutions. Mais on dit que Paul Biya nous trouve des solutions. On dit à M. Macron, il faut qu'il trouve des solutions. Vous voyez? Donc, il faut qu'il trouve des solutions. Voilà. Dans la classe populaire, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais dans la classe d'en haut, Dieu est le sauveur. Donc la classe d'en haut se présente vraiment comme libératrice, comme sauveur. Et la population dans son ensemble attend les solutions qui viennent de là. Donc la population est supposée elle-même reconnaître que la classe d'en haut est altruiste. Voilà, qu'elle aurait les moyens de pouvoir. Est-ce que la question, est-il possible qu'il y ait la société soit altruiste? Non. Je dis bien non. C'est pour ça qu'il faut à un moment utiliser la dictature, il faut utiliser la force, il faut utiliser le pouvoir pour faire marcher ceux qui ne veulent pas marcher. Voilà. Et quelque part, Armand disait tout à l'heure, et qui est très intéressant, dans la nouvelle économie, 80% des travailleurs ne servent à rien. On pourrait même dire 90%. Parce que plus loin, il y en a qui ont dit qu'il y a 6 milliards d'êtres humains en trop qui ne servent à rien. 6 milliards dans les 7 qui ne servent à rien. Pourquoi? Voilà. Vous voyez? Donc, on dit, parce qu'il disait, parce que le travail qu'ils font, les robots le font. Et quand le robot fait ce travail, le robot ne peut pas être dans les manifestations. Le robot ne peut pas gréver, par exemple.
Le robot, on peut dire il est altruiste, mais parce qu'il est le robot. Vous voyez très bien. Parce que le robot ne fonctionne pas sous le régime de post-vérité. Le robot n'est pas tenu par son instinct, par l'instinct, entre guillemets, individualiste. Donc, ça fait que le robot peut réellement travailler pour la prospérité de la société, entre guillemets. Mais l'être humain, lui, il tient compte d'abord de ses besoins. Voilà, donc c'est pour ça que globalement, ils peuvent s'avérer inutiles par rapport aux robots. À une époque, on les a utilisés parce qu'on ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas d'autres moyens. Comme quelqu'un disait que la société, c'est un ouvrage de bricolage, faute de mieux. Donc ça veut dire qu'à tout moment où on trouve mieux, on remplace ce qui était supposé être provisoire et ce qui était supposé être bricolage. Faisons un peu le tour autour de nous, en nous-mêmes, vous verrez qu'en étant la société, il est impossible que vous soyez altruiste. C'est-à-dire, quand je dis altruiste, impossible que vous vibrez pour l'intérêt du collectif. C'est impossible. Vous voyez? Bon, parce que aussi vous avez été programmé comme ça. Il y a eu cette programmation comme ça. Et c'est d'ailleurs cet élément-là qui fait effectivement la faiblesse de la classe populaire. C'est-à-dire, elle a beau être une majorité écrasante, mais puisqu'elle est dispersée par cet instinct individualiste, elle ne peut pas se battre pour la même cause. Elle ne peut pas unir les forces qu'elle représente pour la même cause. C'est ça qui fait justement sa faiblesse. Vous voyez, donc, et puis, au moment où elle est ce qu'elle est, d'ailleurs, c'est un danger qu'elle soit altruiste, réellement, au sens pur du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment un danger qu'elle soit capable de s'entendre pour une même cause. Donc, maintenant, s'ils sont numérisés, il n'y a plus de danger. Parce qu'un robot, il n'est pas piloté par lui-même, il est piloté par celui qui s'en sert pour atteindre ses intérêts. Et le robot ne sait pas résister, le robot n'a aucune capacité de dire non. Vous voyez, parce que le robot est mis en mouvement par des ondes électromagnétiques. Il n'y a pas l'instinct dedans, dans le robot, qui peut créer un conflit d'intérêts. Dans le robot, il n'y a pas, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Voilà. Donc, ce qui fait que ceux qui comprennent un peu la société comme un édifice, ceux qui la comprennent dans son fonctionnement réel, pas à partir de la forme, savent clairement. C'est pour ça que tu l'as énoncé tout à l'heure, en disant le nouvel ordre mondial, tous esclaves ou morts, le terme veut dire quoi? Soit vous vous soumettez, vous fonctionnez, vous vous soumettez aux objectifs définis par la société à l'extérieur, ou alors vous disparaissez. Voilà, soit vous vous soumettez ou vous disparaissez. Donc il y a des moyens de contraintes qui ont été pensés, qui ont été mis sur pied. Voilà, maintenant il faut numériser tout le monde. Il faut que tout le monde devienne une puce numérique. Mais il y a des gens qui vont résister à cela, pas parce qu'ils sont altruistes, mais par rapport à leurs intérêts. Parce qu'en fait, il y a des informations qui circulent qui leur font comprendre que, écoute, l'État veut vous numériser pour que vous soyez des robots. Donc, et que quelque part, l'individu, lui, sait quand il se bat, quand il dit non, il n'est pas d'accord, pas parce qu'il aime Dieu. Il n'a même rien à voir avec Dieu, mais parce qu'il sait que cette intention, ce nouveau régime ne sert pas à ses intérêts. Vous voyez, et ceux qui sont plus loin, c'est pour ça que le débat sur l'altruisme est très important. Ceux qui sont plus loin, qui, eux, ils pensent organiser, mettre tout sur pied pour le bien de la société, ils vous disent, on va vous y contraindre. Donc, même en vous tuant, c'est pour l'altruisme. Vous voyez, parce que de toute façon, si on ne vous contraint pas à vous soumettre aux intérêts totaux de la société, vous représentez une menace. Représentez une menace pour la collectivité universelle. Donc, au nom de l'intérêt collectif, il faut même qu'on vous mette à mort. Quelque part, même, c'est dit dans la Bible, que le temps arrivera où ceux qui vous mettront à mort les divergents, ils jureront le faire au nom de Dieu. C'est-à-dire au nom de la vérité. Donc c'est très important. Donc ces questions-là, quand on les pose, bon, on parlera tout à l'heure si l'altruisme existe, il ne faut pas la voir au niveau de la société. Il ne faut pas le voir au niveau même de la sphère cosmique. Il faut le voir plus loin. Il faut le voir à partir de
de Dieu, le vrai, l'unique. On y reviendra tout à l'heure. Vous savez, l'être humain, comme il est le spectre de la réalité, ce n'est pas lui qui est la réalité. Et c'est pour cela que très souvent, pour mieux déceler ses propos, il faut voir l'intention qui est derrière, c'est-à-dire c'est lui qui s'exprime réellement derrière l'être humain. Vous voyez, donc il y a des gens qui, dans la société où nous sommes, qui soutiennent le fait de ne pas se mélanger aux autres. Et quand il le dit, vous croyez vraiment que parce qu'il cherchait le Père, parce qu'il cherchait Dieu, le Créateur, mais parce qu'on voit dans le fait de se mélanger aux autres la menace contre ses intérêts, contre l'idée de soi, contre les intérêts qui sont derrière, vous voyez, et ainsi de suite. Bon, mais qu'est-ce qui s'exprime comme ça? Donc vous rentrez dans la réalité, vous rentrez, c'est l'environnement social qui s'exprime de cette manière-là. Vous voyez, bon, à un certain moment, ça a constitué un verrou de sécurité, un code de sécurité pour la société, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas possible de mettre 10 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes facilement d'accord. C'était un verrou c'était un code de sécurité. Ça permettait à la société de protéger ses intérêts. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, un haut responsable qui s'exprimait en France lors d'une réforme et qui avait la grogne qui montait dans la population, et puis il implorait l'égoïsme individuel. Il dit, je crois à l'essoufflement du mouvement social grâce aux égoïsmes individuels. Vous voyez, grâce aux égoïsmes individuels. Donc c'est un moment où on pouvait implorer les égoïsmes individuels, c'est-à-dire le contraire, c'est ce qu'on appelle altruisme. Or, il y a un moment où quand les enjeux changent, c'est qu'on implore, c'est l'altruisme, mais ce n'est plus les égoïsmes. Vous voyez un peu ce changement, il capte toujours en fonction des intérêts qui sont en phase. Donc, et c'est ce qui donne de comprendre, avant de passer à l'autre étape, parce que je crois qu'Armand et Franck sont allés au fond du sujet, ce qui ne m'oblige pas de vous retenir longtemps, c'est qu'il faut comprendre que la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un édifice artificiel. C'est-à-dire c'est une matrice dans la matrice. Donc, le fonctionnement de la société ne dépend pas de la société elle-même. Quand je parle de la société, je parle vraiment de l'ordre social universel. Il ne faut pas voir dans ces termes plus larges que ça. Je parle de l'ordre social universel, qui est comme quelqu'un qui va aller chercher, il conçoit une maison qu'il veut mettre sur pied, et puis il va chercher les matériaux dans un coin de brousse, dans un environnement. Bon, et puis il arrive que ces matériaux qu'il a assemblés pour construire la maison restent en intrication avec l'environnement où il a tiré les matériaux. Donc, de telle sorte que quand vous voyez la maison vibrer, ce n'est pas la maison qui vibre. C'est plutôt l'environnement où les matériaux ont été tirés. La maison ne va qu'être un capteur. Donc, venant de... Et c'est comme ça qu'il faut percevoir la société, pour comprendre qu'elle ne peut pas être altruiste. C'est-à-dire que quelque part, elle joue son rôle. Vous voyez, il y a un rôle qu'elle joue qui a été déterminé pas par elle-même, mais par le dessus. Pour ceux qui lisent quelque part la Bible, vous savez, quelque part, il est dit qu'il est parlé des alliances que les nations seront en mesure de contacter. Mais des alliances très fragiles parce que ce sont des alliances d'intérêts. Vous voyez, des intérêts opposés, des intérêts divergents. Donc c'est très important de le comprendre. Donc c'est pour ça que même lorsqu'on parle dans les relations internationales, d'ailleurs quelqu'un l'avait dit, mais il n'y a pas d'amitié dedans. Ce qui est là-dedans, ce sont les intérêts. Ce sont des relations d'intérêt. C'est d'ailleurs pour cette raison que même les relations entre les individus quotidiennement ne sont pas solides. Parce que derrière, ce sont des intérêts parallèles, des intérêts divergents. Donc, pour peu que l'intérêt est mis en cause, comme c'était le fondement de l'alliance, ou bien, je ne sais pas, d'une amitié, ou je ne sais pas de quoi, mais pour peu que l'intérêt est mis en cause disparaît, mais il n'y a plus rien. Vous voyez, donc c'est important. Donc, ça fait que vous avez l'univers. Si vous observez très bien, ce qu'on appelle l'univers comme un assemblage de lois naturelles, l'univers n'est pas individualiste.
l'univers. C'est-à-dire, c'est pour ça que certains arrivent à penser que l'univers, c'est l'intelligence. Parce que là où il y a de l'intelligence, au sens pur du terme, il y a de l'altruisme. Là où il y a de l'intelligence, au sens pur du terme, au sens vrai du terme. Donc, vous pouvez comprendre, par exemple, si vous rentrez dans la sphère de Dieu, le Créateur, il ne peut pas que passer le temps à penser à lui. N'est-ce pas? Mais il pense à sa reproduction, pas à lui. Ce qu'il dispose comme puissance, ce n'est pas pour se protéger. Là, il ne se protège contre personne. Voilà. Ce qu'il représente comme ressource, il l'oriente vers sa reproduction, vers sa reproduction, ses éléments de reproduction. Donc, si vous allez au-delà de la société, la Lune n'est pas individualiste. Le Soleil n'est pas individualiste. N'est-ce pas? Voilà. Et au-delà de l'atmosphère, je veux dire au-delà de la sphère sociale universelle, parce que c'est là que l'individualisme existe, c'est-à-dire le contraire de l'altruisme. Ce n'est pas un régime qui est conçu pour être altruiste. Donc c'est pour ça qu'en réalité, quand on vous vend de l'altruisme, quand on vous vend ceci, tout ça en réalité ne relève que du pipeau. Et puis chacun, en tant qu'observateur, essayons d'observer. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'observer. Est-ce que le pape peut être altruiste? C'est-à-dire, si je suis la société, je dois me poser la question, est-ce que je peux fonctionner pour l'intérêt collectif? Est-ce que c'est possible? Vous verrez vous-même, en tant que société, ce n'est pas possible. D'ailleurs, tout ce contre quoi vous vous battez, vous voyez, tout ce pourquoi vous vous battez, c'est contre cette tentative de vous amener à vous oublier, pour fonctionner à l'intérieur. Donc, c'est comme ça. Donc, si on arrivait à changer votre fonctionnement, vous ne jouerez plus le rôle que vous êtes appelé à jouer. Donc, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut créer le neuf. Il faut créer le neuf. Voilà, pour élargir le neuf. Donc, c'est pour ça, en réalité, qu'on peut voir des éléments comme la Lune, le Soleil, les étoiles. On peut voir dedans un dégagement d'intelligence supérieure à ce qui se dégage de la sphère sociale universelle. Oui, les êtres humains, même qu'on les présente comme experts, comme des êtres intelligents, ainsi de suite, il n'y a pas d'intelligence. D'ailleurs, plus vous êtes éloigné du centre, moins vous dégagez ce que le centre représente. Plus vous êtes éloigné du centre. Je parlais de Dieu. Parce que vous verrez, même au niveau de la société, on voit cette hiérarchie-là. C'est-à-dire que plus vous êtes éloigné des étoiles, entre guillemets, mais moins vous dégagez la personnalité des étoiles. Donc on le voit même au niveau de la société, c'est-à-dire des êtres les plus individualistes, c'est la classe populaire. Vous voyez, la classe populaire. Parce que la classe populaire, chacun à son niveau, même quand il implore la force de l'État, c'est pour lui. C'est pas pour... D'ailleurs, c'est même pour ça. Le contraire même de l'altruisme, c'est la jalousie. Vous voyez, quelqu'un qui ne fonctionne pas pour l'intérêt, il ne peut pas se réjouir de ce que l'autre à côté s'épanouit. Il ne peut pas se réjouir du fait qu'il voit les autres s'épanouir. Donc ça montre bien que cette machine-là, ce logiciel-là, il a été configuré pour que si tu l'amènes à fonctionner autrement, il va craquer, il va se gâter. Il va exploser. Il ne va pas être autre chose. Faites-en l'exemple. Moi, j'en fais l'exemple au quotidien. Je comprends que, je disais ça samedi passé ici, que, en fait, le conseil, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas changer la société par le conseil. Vous ne pouvez pas changer l'aide sociale par le conseil que vous lui donnez. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et je suis arrivé à comprendre personnellement que plus vous devenez, vous êtes le dégagement ou la projection ou le spectre de l'altruisme, dont l'intelligence, c'est-à-dire qui est le créateur, moins, ou alors définitivement, vous ne vous plaignez de personne. Vous voyez, vous ne vous plaignez de personne. Vous ne soupçonnez personne. Vous ne calomniez personne. Parce que tout ça, c'est le contraire de l'intérêt collectif. C'est le contraire. Parce que généralement, lorsque vous vous plaignez, c'est parce que vos intérêts non altruistes, vos intérêts personnels ne sont pas servis. Ne sont pas servis. Lorsque vous vous plaignez, que ce soit de Dieu, vous vous plaignez de je ne sais pas de qui, vous vous plaignez de tel ou de tel, c'est totalement l'expression contraire à ce que, vous voyez. Bon, je ne sais pas, il y a des gens qui captent la lumière du soleil et qui en font leur propriété, et puis ils la vendent eux-mêmes. Je ne sais pas si la lune se plaint de ces gens-là. J'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien lui poser la question, si elle se plaint de ces gens-là qui captent
sa lumière et puis qu'il la vende aux autres. Il y a des gens qui ont récupéré de l'eau qui devrait être au service de tout le monde. Ils en ont fait un outil commercial, un outil de chantage, un outil même de domination. C'est-à-dire ils se sont appropriés le monopole de distribution d'eau. Au nom de ça, ils vous conduisent vers leur... Je ne sais pas si l'eau se plaint. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ces éléments-là se plaignent. Vraiment. Donc, pour comprendre en fait que nous avons quand même une sphère qui est organisée de manière extrêmement hiérarchisée, de telle sorte que personne ne vous dise que la société peut devenir altruiste. Personne. La société, l'ordre social universel, peut devenir altruiste. On peut voir autre chose se manifester de nous si vraiment il y a d'autres constructions. Il y a une autre cellule qui ne viennent pas de la société, qui viennent de très loin, qui viennent de Dieu, qui viennent du Créateur. Lorsque l'idée qu'on a de soi ne vient plus de l'environnement social, lorsqu'elle vient du Créateur. Parce que, en fait, donc, ce sont des constructions, donc, que ce soit lorsqu'on parle de l'altruisme, qui est le contraire de l'égoïsme, comment dirais-je, c'est-à-dire c'est l'éducation. C'est le type d'éducation qu'on reçoit. Voilà. Et en percevant les choses de cette manière, vous réalisez combien c'est très facile. C'est très, très facile de voir aussi émerger un autre modèle, un autre système, une autre manière de se penser. Si elle vient de Dieu, il suffit simplement de la reproduire. Vous la reproduisez. Et donc, ce n'est pas la société qui est là qui serait devenue altruiste, mais c'est plutôt cette nouvelle racine-là, cette cellule nouvelle. Cette cellule nouvelle qui est souvent symbolisée quand on présente dans les Écritures, on vous montre on dit il est le spectre de Dieu, il vient de Dieu, et c'est quoi son ambition? C'est de reproduire ce qu'il représente. Le reproduire, mais de manière structurelle. Le reproduire, en faire un modèle nouveau, et qui entraîne tout le reste à son service. Donc, c'est important au moment où on perçoit dans les choses comme ça, on ne se laisse pas aussi distraire par le projet de la société. Parce que la société, elle est dans le tâtonnement. Elle tâtonne. Vous voyez bien que même si dans ce tâtonnement, elle joue son rôle. Donc il y a un moment où l'individualisme était au hit parade. C'est des êtres individualistes. D'ailleurs, je disais ici hier, dans nos familles, on nous a appris que c'est quand tu es individualiste que tu es intelligent. On nous a appris, on dit fais attention. Mais il faut être sage. Vous voyez, donc en réalité, le contraire de cette programmation a été considéré comme le contraire, ça a été comme la folie, comme l'absence d'intelligence. Vous voyez donc ce fonctionnement, c'était considéré vraiment comme de l'intelligence. Donc de telle sorte que les parents te donnent ces conseils à la maison, ou bien la femme, ou bien le mari. La femme dit à son mari, mais écoute, sois intelligent. Mais sois intelligent, pensons à nous. Vous voyez, très bien, mais il ne faut pas nous amener à courir le risque. Il faut penser à nous. Voilà. Donc, voir quelqu'un penser autrement, on dit, mais il vient d'où? C'est comme un extra. Donc, mais non, il n'est pas intelligent. Voilà. Donc, oui, l'altruisme, c'est quelque chose de réel, mais c'est un modèle qui ne relève pas des constructions humaines, qui ne relève pas des constructions de la société. Donc, un modèle nouveau. Et on en reste même convaincu que si le monde s'organise actuellement, la société, effectivement, parce qu'en face, elle voit l'alternative. Cette alternative la bouscule dans ses racines. Vous voyez? La bouscule dans son imaginaire. Parce qu'un système n'est démodé que lorsqu'il y a un système alternatif, lorsque l'alternative est en face. Donc ce système-là finit par lui-même se fondrer. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet, Angéline. Merci beaucoup Luc pour cette réflexion, ces apports d'analyse très intéressants et puis cette notion de l'alternative. Donc en lien avec ce qui avait été déjà dit avec Franck et notamment Armand, on comprend effectivement que déjà quand on parle d'altruisme, Armand l'expliquait, on voit moi et l'autre. Donc, il n'y a pas du tout, ce n'est pas réalisable, c'est impossible pour l'individu qui se voit lui et qui voit l'autre, donc ses intérêts et les intérêts de l'autre, qu'il puisse avoir une action
désintéressés. Donc, on comprend de plus en plus, grâce à vos apports d'analyse, qu'on a là des discours séducteurs et, comme vous l'expliquiez, qui voilent finalement donc un système bricolé faute de mieux, comme a pu dire Monsieur Attali, mais qui nous entraîne, qui voile surtout une intention dictatoriale très violente qui va certainement rapidement se mettre en place. Et puis, j'ai beaucoup apprécié donc ce parallèle que tu fais avec la vraie alternative qui, elle, n'est pas des matériaux sociétaux, puisque ces matériaux ne peuvent point être altruistes réellement, mais des matériaux qui viennent de l'intelligence au-delà de l'univers. Merci, merci beaucoup, Luc. En tout cas, pour notre part, ces moments étaient très, très riches, très, 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 très clairs, très, très denses. Donc, voici le temps pour nous de faire un petit tour du côté des différents chats avec Annick. Oui, merci Angéline et bonjour à tous. Donc, je vais commencer par les salutations et je vais saluer en premier Manu35, Lisbeth, Daniel Lolonga, Raymond 97.1, Qualité Fafa, Famien Josepe, Arnold Ouessou, Fabrice Niamsi, Brigitte Mafo, ainsi que Mesmin Jeton, Gaylor Okes et Aline. Et nous avions donc une question aussi de Brigitte Mafo, mais la question a été répondue donc par Luc et donc elle nous a fait signe en nous disant que c'était donc OK et qu'elle était satisfaite de la réponse. Donc nous avons aussi des commentaires. Donc au niveau des commentaires, nous avons un commentaire de Qualité Fafa qui disait « Les parents croient aimer leurs enfants car ils n'ont pas remis en question la manière dont ils ont été aimés eux-mêmes, enfants. Les gens sont éduqués dans la peur et le besoin de contrôler l'autre. L'autre n'est autre que moi, dans une autre forme que je n'ai pas à contrôler si je n'ai pas peur. » Un autre commentaire de Virginie 41. Une boutique africaine à Paris qui a pris l'initiative de distribuer les masques gratuitement, mais la police qui représente l'État au plus haut sommet a fermé cette boutique, a interdit cette distribution. Effectivement, tous n'ont pas le même contenu de ce mot altruisme. Un commentaire aussi de Qualité Fafa qui disait « Altruisme est une croyance manichéenne due à l'ignorance du fonctionnement de la puissance de l'humain. » Et encore un commentaire de Lisbeth qui nous disait « Bien dit, car le robot n'attend rien de personne, mais peut dire qu'il éprouve le plaisir de donner que de recevoir comme nous avons été programmés, entre guillemets. » Et encore un commentaire de Rachel Camogne. Donc, on peut donc identifier le nouvel ordre mondial à la politique de Hitler qui isolait dans les camps de concentration les gens qui ne se conformaient pas à sa politique. Encore un commentaire de Lisbeth qui nous disait « C'est clair, je comprends pourquoi ils veulent nous mettre les puces pour bien nous surveiller et appuyer sur le bouton quand ils ont besoin de faire ce qu'ils veulent. » Un commentaire de Aline qui nous dit « Reprofilage de ceux qui sont flexibles et élimination des rigides. La peur de la mort, de disparaître, va faire le tri final. » Raymond de 97.1 qui nous disait « Très instructif. » Et donc voilà pour les commentaires. Je vais laisser pour la conclusion de notre émission la place à Angéline. Merci beaucoup Annick pour cette remontée très intéressante du chat. Donc aujourd'hui, une
belle activité. Donc ce thème, je pense, a vraiment parlé à beaucoup d'entre nous. Il est vraiment d'actualité, primordial pour la compréhension déjà de ce qui se passe actuellement et certainement des événements à venir. En tout cas, le but de nos échanges, c'est de davantage nous comprendre, davantage clarifier l'intention derrière la société et puis pouvoir voir comment en faire un outil d'épanouissement, un outil de développement, puisque le but n'est pas de rester dans les analyses aussi claires, aussi somptueuses soient-elles, mais c'est de pouvoir entrer dans le factuel, pouvoir ensemble voir comment concrétiser la vraie alternative ensemble. Donc, nous espérons qu'aujourd'hui encore, vous avez pu avoir des éléments qui vont pouvoir se concrétiser dans votre quotidien jusqu'à la matérialisation claire, nette de cette alternative. Alternative qui est déjà en cours, puisqu'on comprenait notamment à travers l'intervention de Luc que c'est certainement par son émergence que la réaction sociétale dictatoriale est en train d'être pensée. Voilà, donc merci beaucoup à nos fidèles auditeurs, tous ceux qui nous saluent sur les différents chats. Nous savons que la liste n'est pas exhaustive, qu'il y en a aussi beaucoup qui nous regardent partout sur le globe et qui ne saluent pas. On vous salue en retour. On espère que ces échanges vous aident vraiment au quotidien. N'hésitez pas à nous faire comme d'habitude des remontées donc vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous avez des commentaires, des témoignages, des apports, des propositions de thèmes que vous avez à cœur, nous nous ferons un plaisir de pouvoir les aborder en direct ou via d'autres moments, d'autres formats d'échange. Voilà, donc en tout cas, merci pour ce moment. Merci à tous. Merci à nos intervenants. J'avais aussi à cœur de pouvoir vous rappeler, vous avez certainement pu remarquer que par rapport au contexte actuel, le séjour de Luc Bimaille et d'Isaac Pépin, qui sont actuellement au Cameroun, a été largement prolongé. Donc, à la base, ils devaient revenir début avril et fin avril pour l'autre, mais finalement, il est question du 15 juin pour le retour ici sur le territoire européen en France. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui pouvaient peut-être se poser la question, le retour est prévu pour le 15 juin prochain. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité et on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions. Au revoir.